Bonjour, je suis Martin Lederman, cofondateur de l'organisation One World, One Vision. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologues locaux et, ce faisant, d'étendre notre champ d'action. Nous avons réussi et depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis lors, nous avons réalisé que le paradigme d'un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, bien qu'efficace, ne permettait pas de répondre à tous les besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir et de promouvoir un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie et avons demandé au Dr Bert Kouchner d'élaborer un programme d'études et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons stipulé que le cours devait être traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. Ainsi, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Bienvenue aux téléspectateurs, nouveaux et anciens, dans ce cours complet « Un monde, une vision » sur le strabisme et à la conférence d'aujourd'hui sur les déviations de l'ESO. Si vous avez assisté à d'autres conférences ici, je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous les regardez, je suis heureux que vous soyez là. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir comme conférencier le Dr Mauro Goldschmidt de Sao Paulo, au Brésil. Le Dr Goldschmidt est le fondateur et le directeur du célèbre Institut Strabo à Sao Paulo. Il a bénéficié d'une bourse de recherche à Smith Kettlewell et il a occupé des postes de direction dans de nombreuses organisations internationales de strabisme, notamment CLAD, ISA, WISPOS et d'autres. C'est donc avec grand plaisir que je cède la parole au Dr Goldschmidt. Bonjour Dr Kouchner, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce cours complet sur le strabisme. Merci à One World and One Vision d'avoir mis ce cours en ligne. Je suis heureux de vous parler des ésodéviations. J'ai l'intention de passer en revue les définitions de l'ésophorie, de l'ésotropie intermittente et d'autres types d'ésotropie. Il s'agit de l'ésotropie infantile ou congénitale, de l'ésotropie accommodative et partiellement accommodative, de la microtropie, de l'ésotropie cyclique ou périodique, du syndrome de l'œil affaissé, de l'ésotropie aiguë, de l'ésotropie de l'adulte et de l'ésotropie comitante. Les ésotropies étaient associées à des lésions du système nerveux central, l'ésotropie progressive acquise myopique et l'ésotropie liée à l'utilisation excessive du smartphone. En commençant par quelques définitions, l'ésophorie est une déviation latente, observée uniquement si la fusion est perturbée par une occlusion. L'ésotropie intermittente est une déviation manifeste qui est présente à certains moments, mais à d'autres, les yeux restent orthotropes. L'ésotropie permanente est une déviation en convergence permanente. Les caractéristiques cliniques de l'ésotropie intermittente, les patients présentent une décompensation temporaire récurrente de l'ésophorie et les tentatives des patients pour contrôler l'asténopie qui en résulte à des degrés divers, mais qui ne peuvent finalement pas être maintenues. L'amplitude de la divergence fusionnelle devient inadéquate pour la quantité d'ésophorie,
et elle peut être associée à une amblyopie et à une stéréopsie imparfaite. Le traitement de l'ésotropie intermittente doit viser à éliminer les symptômes ou à réaligner les yeux croisés, augmenter la divergence fusionnelle par orthoptie, prescrire des prismes pour diminuer la demande de divergence fusionnelle, mais c'est la chirurgie qui est efficace en reculant les deux droits médians. Passons maintenant à l'ésotropie congénitale ou infantile. J'ai apporté ces deux articles dans lesquels ils ont étudié de nombreux nouveau-nés et ils n'ont pas trouvé d'ésotropie chez ces enfants. Nous préférons donc le terme d'ésotropie infantile, mais ils seront mélangés au cours de cette présentation. L'ésotropie infantile survient entre le 2e et le 4e mois de vie, commençant par une ésotropie intermittente jusqu'à ce qu'elle devienne constante. Le tableau clinique consiste en une ésotropie précoce avec fixation croisée, une ésotropie à grand angle et une position anormale de la tête. Il y a une limitation de l'abduction, un nystagmus tardif et un nystagmus en abduction, DVD, suraction des muscles obliques, comme on peut le voir ici, les obliques inférieurs. Il existe d'autres caractéristiques cliniques, amblyopie modérée ou légère et hypermétropie importante, faible incidence familiale et enregistrement électro-oculographique caractéristique. Il existe également une asymétrie, des potentiels évoqués visuels et des enregistrements de nystagmus optocinétique. Il existe certains facteurs de risque pour l'ésotropie infantile, parmi lesquels on peut citer la prématurité, l'hémorragie intraventriculaire, l'infirmité motrice cérébrale, l'hydrocéphalie, les crises d'épilepsie et les retards de développement neuropsychomoteur. Parmi les diagnostics différentiels possibles, nous pouvons en citer certains qui présentent une limitation de l'abduction, comme le syndrome de Duane, mais nous pouvons voir les caractéristiques typiques des yeux de Duane, la séquence de Möbius, qui présente une limitation de l'abduction. Mais l'un des diagnostics différentiels les plus fréquents qui amènent les enfants au cabinet est le pseudostrabisme, l'enfant présentant un épicanthus. Bien que rare, la paralysie congénitale du 6e nerf est l'un des diagnostics différentiels possibles. Il y a eu une discussion sur le meilleur moment pour l'alignement chirurgical, certains articles indiquant qu'il fallait opérer avant l'âge de 6 mois, d'autres entre 6 et 12 mois, mais dans 2 revues Cochrane différentes en 2006 et 2013, les conclusions des examinateurs étaient qu'il n'avait pas été possible, par cette revue, de résoudre la controverse concernant le type de chirurgie, l'intervention non chirurgicale, mais surtout l'âge de l'intervention. Bien qu'ils aient publié cette étude, d'autres affirment que la réparation la plus précoce du strabisme est bénéfique pour le développement cortical des nourrissons et des enfants humains. En tant que cliniciens, nous devrions envisager de proposer une intervention chirurgicale précoce aux patients atteints d'ésotropie infantile à l'âge de 10 mois ou avant, comme l'a publié Wong. Nous sommes donc en présence d'un enfant présentant une ésotropie à grand angle, une limitation de l'abduction, une saccade et plus tard un nystagmus, un DVD, un dysfonctionnement du muscle oblique. La question est de savoir à quoi nous devons nous attendre en termes de vision binoculaire et de stéréopsie. C'est une publication du docteur Julio Prieto Diaz, il y a plus de 30 ans, dans laquelle il a étudié 123 patients alignés ayant subi une chirurgie de l'ésotropie congénitale et a effectué des tests de thymus et de Bagolini. Nous voyons ici l'âge auquel les tests ont été effectués et nous constatons que les meilleurs résultats ont été obtenus chez les enfants opérés avant l'âge d'1 an et demi.
Le docteur NG dit que le résultat optimal, le traitement chirurgical de l'ésotropie congénitale, montre généralement une binocularité qui se situe dans les limites du syndrome de monofixation et une stéréocité affinée reste un objectif insaisissable et un résultat rare, quel que soit l'âge auquel l'alignement est réalisé. Il s'agit d'une étude réalisée en 2002 et nous pouvons voir les barres graphiques que les enfants ont été opérés entre 0 et 6 mois et entre 7 et 12 mois. Il n'y avait pas de différence en termes d'acquisition de certains degrés de stéréopsie, mais chez les enfants opérés après 1 an, la stéréopsie diminue. Les considérations pour le plan chirurgical, le premier est l'angle de déviation. Nous devons le mesurer plusieurs fois. Nous pouvons essayer de le mesurer avec des tests cachés, mais je préfère généralement le test de Krimsky pour vérifier l'angle de déviation. Avant l'opération, nous devons travailler dur pour que ces enfants n'aient pas d'amblyopie et essayer de patcher pour éliminer toute préférence oculaire, et notre objectif est d'avoir une déviation alternée avant l'opération. La réfraction sous cycloplégie et ce groupe de patients montrent une faible hypermétropie, bien que nous puissions trouver certains patients avec une forte hypermétropie qui devrait être prescrite principalement pour le développement de l'acuité visuelle. Nous devons vérifier la présence d'une hyperaction oblique, principalement oblique inférieure, qui est plus fréquente, et si elle est présente, nous devons opérer en même temps que la déviation horizontale. Chez ce patient, nous constatons une hyperaction de l'oblique inférieur et le schéma en V, et chez ce patient, nous observons une action excessive de l'oblique supérieur bilatéral et un schéma en A. En outre, ils peuvent présenter un DVD, ce qui se voit à l'inclinaison de la tête et à l'extorsion du fond d'œil, mais quelle est l'importance de l'extorsion du fond d'œil? Cet article posait la question de savoir si l'extorsion du fond d'œil et l'ésotropie infantile préopératoire permettait de prédire l'apparition d'une hyperaction du petit oblique et d'une DVD en post-opératoire, et les résultats montrent que les patients ayant montré une extorsion présentaient davantage d'hyperaction du petit oblique et de DVD. Dans cet autre article, portant sur 105 ésotropies congénitales opérées avant l'âge de 2 ans avec une récession du droit médial, plus de 90% des patients présentaient un DVD 6 ans après l'opération. Il n'y avait pas de différence entre ceux qui avaient été opérés avant 6 mois et ceux qui l'avaient été après 6 mois, ce qui leur a permis de conclure que la présence de DVD n'avait aucun rapport avec l'âge au moment de l'opération. Les patients présentant un retard neuromoteur ou neuropsychomoteur doivent être opérés, mais nous devons prévoir une sous-correction pour ne pas les laisser aller vers une exotropie consécutive. Quelle est l'importance d'opérer ces enfants? Nous savons que le développement moteur et le développement global de ces enfants s'améliorent après l'alignement des yeux. Certaines ésotropies infantiles surviennent en présence de maladies organiques telles que la cataracte congénitale, le glaucoma congénital ou le microphthalmo. Nous devons expliquer aux parents que pour corriger l'inclinaison de la tête et la déviation, nous devons opérer l'œil sain. Est-il possible d'obtenir une résolution spontanée de l'ésotropie infantile? Voici un cas que nous avons suivi et c'est le deuxième cas de récupération d'une ésotropie en quelques années. Le groupe PEDIG a réalisé cette étude il y a 20 ans et a conclu que les ésotropies inférieures à 40 dioptries en position primaire
intermittente ou avec un angle variable, examinées avant l'âge de 5 mois, ont des chances de se résoudre spontanément. Mais pour celles dont la déviation est supérieure à 40, constante, et qui sont examinées avant 2 mois et demi, les chances de résolution spontanée diminuent. La stabilité des mesures, nous savons que nous pouvons trouver des différences de mesure chez ces enfants et pour moi, j'ai besoin d'un examen fiable pour indiquer une intervention chirurgicale, ce qui se produit généralement entre 8 et 12 mois. Cette autre étude du groupe PEDIGE a montré que près de 50% des ésotropies congénitales présentent une certaine instabilité de la déviation. Le traitement est chirurgical et la chirurgie de l'ésotropie infantile consiste en une récession bilatérale du droit interne et d'obtenir une orthotropie ou une microtropie. D'après mon expérience, une récession du droit interne de 6 mm dans les deux yeux corrige jusqu'à 40 dioptries et de 6 mm et demi jusqu'à 45. J'ai appris à ne pas effectuer de récession du droit interne supérieure à 6 mm et demi parce que 7 mm pourrait nous apporter une exotropie consécutive. Mais ce n'est pas une règle, c'est une courtoisie de mon ami argentin Fernando Preto Dilas, une patiente qui a eu une récession du droit interne de 9 mm et la voici, son examen 15 ans après l'opération montrant une microtropie. Si la déviation est supérieure à 45, je fais 3 à 4 muscles horizontaux et nous voyons ce jeune garçon que j'ai opéré à l'âge de 8 mois et j'ai effectué une récession bilatérale du droit interne de 6 mm et une résection bilatérale du droit externe de 6 mm afin d'obtenir cet alignement. Comme je l'ai dit précédemment, toute hyperaction de l'oblique inférieur ou de l'oblique supérieur doit être traitée lors de la même opération. Les objectifs du traitement de l'ésotropie infantile sont donc l'alignement des yeux pour éliminer la rotation de la tête et essayer d'obtenir une fonction de vision binoculaire, la fusion et la stéréopsie. Nous savons qu'il existe une variabilité dans la réponse à la récession bilatérale du rectus, à la récession médiane du rectus dans l'ésotropie infantile, et cet article a conclu qu'il existe une grande variabilité dans la réponse à la dose chirurgicale. Pouvons-nous promettre des résultats à la famille? Nous pouvons au moins essayer d'amener les yeux à un bon alignement en position primaire, mais notre principal ennemi s'appelle le temps, où nous pouvons être confrontés à des réactions obliques excessives et où nous avons besoin d'une deuxième intervention chirurgicale. Le Dr Kushner a publié cet article dans lequel il demande si l'alignement à 8 dioptries d'orthotropie est un résultat positif pour la chirurgie de l'ésotropie infantile. À gauche, nous voyons l'alignement 6 mois après l'opération dans le groupe qui présentait une ésotropie à petit angle, une orthotropie ou une exotropie à petit angle. Ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'après 5 ans, le groupe qui présentait une ésotropie à petit angle et une orthotropie à 6 mois a presque conservé un bon résultat, mais pas ceux qui présentaient une exotropie à petit angle. Il s'agit d'un article du Dr Ciancia d'Argentine qui a étudié les résultats de l'ésotropie congénitale, les 390 patients opérés, et nous constatons ici que 90% des cas étaient alignés en orthotropie immédiatement après l'intervention chirurgicale. 4 ans plus tard, seuls 64% des patients ont conservé ce bon alignement. Ceux qui présentaient une ésotropie à petit angle immédiatement après l'opération, 4 ans plus tard, continuent à présenter une ésotropie et à avoir des troubles de la vision, et pour les quelques personnes qui étaient exotropes au début, ce nombre est passé à 8%.
La toxine botulique peut-elle être utilisée chez les patients atteints d'ésotropie infantile? Oui, bien sûr. C'est l'un des articles qui montre de bons résultats chez 107 patients ayant reçu de la toxine botulique. La question qui se pose ici est celle du nombre d'injections qui varie de 1 à 5, le nombre moyen d'injections étant de 1 à 6. Le taux de réussite a été de 68%, mais les effets secondaires ont été la blépharoptose et les déviations verticales. Quels sont les soins les plus importants pendant la période post-opératoire? Lorsqu'un enfant atteint d'ésotropie infantile à l'œil aligné, il faut continuer à vérifier l'acuité visuelle. La chirurgie n'est qu'une partie du traitement et non la fin. Dans une petite série de 19 patients que nous suivons, nous avons constaté que 15% d'entre eux présentaient une amblyopie qu'il fallait traiter. Passons maintenant à l'ésotropie accommodative. Nous savons tous que l'ésotropie est l'une des anomalies sensorielles les plus liées aux anomalies de la correspondance rétinienne, à l'amblyopie, à la fixation excentrique et au dysfonctionnement des muscles obliques. Dans le cas d'un enfant ayant une vision binoculaire normale et une ésotropie acquise, comme l'ésotropie accommodative, l'alignement de l'œil doit être effectué dès que possible. Notre objectif dans le traitement d'un strabisme acquis chez un enfant ayant des yeux normaux et apparaissant au cours d'une période de développement de la vision doit être d'aligner parfaitement ses yeux en orthotropie avec une fusion bifoviale. Ils peuvent présenter une convergence accommodative élevée par unité d'accommodation. Cela signifie un rapport ACA élevé ou une ésotropie accommodative réfractive avec une hypermétropie supérieure à la moyenne. Elle se manifeste par une ésotropie intermittente entre l'âge de 1 et 3 ans, provoquée par la stimulation de l'innervation accommodative chez un enfant neurologiquement normal. La présence d'une amblyopie doit être recherchée, en particulier en cas d'anisométropie hypermétropique. Les mesures de l'ACA peuvent être effectuées par la méthode du gradient ou de l'hétérophorie. La clé, la chose la plus importante dans l'examen d'une ésotropie accommodative, est la réfraction sous cycloplégie. Les mesures de l'angle du strabisme et de la fixation de près doivent être effectuées en contrôlant l'accommodation pendant l'examen. On peut estimer combien les yeux convergent par unité d'accommodation, le rapport ACA. Et lorsque la vision binoculaire est normale, il est utile d'estimer la fusion des divergences. Selon le docteur Kushner, s'il est un mantra qu'il faut constamment répéter pour mesurer l'ésotropie, c'est bien celui de réfracter souvent. Et dans le cas de l'ésotropie, à tout âge, la réfraction est une réfraction cycloplégie avec du cyclopentolate à 1% 2 fois. Et la réfraction doit avoir lieu au moins 40 minutes après l'instillation. Si la réfraction oscille pendant la rétinoscopie, il faut attendre plus longtemps pour l'examen. N'oubliez pas que le tropicamide a un effet cycloplégie limité chez un patient ésotrope, mais il augmente l'effet du cyclopentolate sur l'accommodation et sur la dilatation de la pupille. Lorsque nous prescrivons une hypermétropie totale, nous pouvons être confrontés à un patient qui devient orthotrope de loin et de près. Le traitement pour ce patient est donc le port de lunettes. Ils peuvent devenir orthotropes pour la distance, mais avoir encore une ésotropie pour la vision de près. Dans ce cas, je prescris des lunettes bifocales. Et dans le troisième cas où nous prescrivons une hypermétropie totale, le patient présente toujours une ésotropie de loin et de près. Il s'agit d'une ésotropie partiellement accommodative.
Le traitement consistera en des lunettes et une intervention chirurgicale. Mais après 2 mois, s'il y a toujours une ésotropie résiduelle, nous devons effectuer une nouvelle réfraction cycloplégie. S'il y a plus, il faut le prescrire. Et le cas échéant, si c'est toujours le cas d'une ésotropie résiduelle, il faut opérer. Parlons maintenant un peu de la microtropie. La microtropie est une entité bien définie, caractérisée par une petite ésotropie monoculaire avec une forte tendance à l'amblyopie. Elle présente une correspondance rétinienne anormale, des réflexes de fusion anormaux, des perversions vectorielles normales et une stéréopsie grossière. Il peut s'agir d'une microtropie primaire ou secondaire. La microtropie primaire est une ET à petit angle chez les patients amblyopes qui n'ont pas de strabisme apparent. La microtropie secondaire est un petit angle résiduel qui survient après une intervention chirurgicale pour une déviation d'angle plus importante. Le diagnostic de la microtropie peut être fait avec les tests COVR et COVR, les verres bivalents, les tests Worth-Dot et le test des 4 prismes décrits par Arvind et Jampolsky. L'évolution de la microtropie, la primaire, peut être compensée, restant stable tout au long de la vie, ou peut être décompensée, devenant une ésotropie à angle plus grand. La microtropie secondaire résulte d'une chirurgie pour une déviation plus importante, et les facteurs de risque de décompensation de la microtropie sont l'hypermétropie et l'amblyopie. L'ésotropie cyclique ou périodique est une forme rare de strabisme sans tendance héréditaire. L'ésotropie de jour alterné de 2 jours ou plus est une répétition cyclique d'intervalles d'yeux droits et d'yeux croisés. Le patient présente des versions normales dans les 2 faces et les mesures effectuées avec ou sans correction de l'hypermétropie ne modifient pas le cycle périodique. Les enfants sont asymptomatiques dans la phase ésotropique et ne sont pas associés à une suraction du muscle oblique, à un DVD ou à un nystagmus. En général, il n'y a pas non plus de lien avec des troubles neurologiques. Voici un patient que j'ai vu en mars de la même année. Ses yeux étaient en orthotropie. En mars de la même année, elle présentait une ésotropie à grand angle. La voici sur la photo de gauche et en bas. Elle est le premier jour post-opératoire, orthotropie de loin et de près. Et c'est resté la même chose après 2 ans. Il s'agit d'un article publié par Souzadias, Kushner et Carvalho, qui ont suivi 7 patients ayant subi une récession du droit bimédial et qui ont conclu que cette chirurgie donnait de bons résultats stables à long terme. En 2009, Ruther et Demer ont décrit le syndrome de l'œil affaissé. Les tissus conjonctifs de l'orbite dégénèrent avec le vieillissement, ce qui a des conséquences cliniques. L'apparition progressive d'une ésotropie et d'une diplopie intermittente uniquement à distance qui dépasse la déviation de près de 10 dioptries de prisme et qui deviennent progressivement constantes. Elle augmente progressivement avec l'âge, moins de 5% avant 50 ans et plus de 60% chez les patients de plus de 9 ans. Elle n'est pas liée à la myopie. Il présente une limitation de l'élévation et une hypertropie en version latérale et en cyclodéviation. Elle se caractérise par une blépharoptose bilatérale avec des plis de paupières élevés, un approfondissement du sillon et des plis inférieurs flasques. Elle est associée à une dégénérescence et à une rupture ultime de la bande tenonienne du droit supérieur et du droit latéral, ce qui entraîne un déplacement inférieur de la poulie du droit latéral. Si le patient porte des lunettes, le choix naturel pour le traitement est d'ajouter des prismes sur les lunettes. Mais la chirurgie des muscles oculaires
est la seule solution définitive. Parlons maintenant de l'ésotropie aiguë comitante de l'adulte, d'apparition tardive, avec présence constante de diplopie et qui mérite une investigation neurologique. Selon cette publication de Hoyt et Good, où l'on se demande si l'apparition aiguë d'une ésotropie comitante est le signe d'une maladie neurologique grave. Le SWAN de type 1 survient après un patching ou à la suite d'une perte visuelle aiguë ou asymétrique. Il se présente sous forme d'éso ou d'exotropie chez l'adulte, se résout spontanément et présente un excellent pronostic pour la vision binoculaire. Le Franciscetti de type 2 a un aspect aigu, intermittent au début, mais qui devient rapidement constant et comitant. L'erreur de réfraction montre une faible hypermétropie et un rapport ACA normal. Elle est due à une microtropie décompensée. Elle est traitée par chirurgie et a un bon pronostic de récupération d'une binocularité normale. Le type 3 de Bielchowski est observé chez les patients faiblement myopes. La pathogénie est inconnue et la diplopie se produit principalement à distance. L'ésotropie de loin et l'orthotropie de près ont fusionné et, chez certains patients, la vision de près, la disparité de près, peut disparaître et l'ésotropie devient concomitante. Le traitement est la chirurgie, la résection unie ou bilatérale du droit latéral. Et le type 4, Hoyt et Williams ont présenté une ésotropie comitante associée à des tumeurs du système nerveux central. Ils présentent une ésotropie à angle modéré, un nystagmus dans 50% des cas, un fond d'œil normal et une bonne santé, mais nous devons prêter attention à l'absence de fusion après alignement et à l'hypertension intracrânienne. Ils disent que ces cas ont un mauvais pronostic pour la vision binoculaire. Quelles sont les ésotropies associées à des lésions du système nerveux central? L'hydrocéphalie, deux types, l'apparition précoce d'une ésotropie comitante aiguë à grand angle associée au schéma A, à une méningomyélocèle, à encéphalocèle et à d'autres anomalies du système nerveux central, et l'ésotropie comitante à grand angle qui apparaît après une augmentation soudaine de la pression intracrânienne ou une défaillance de la dérivation ventriculaire. Elle est associée à une paralysie supranucléaire bilatérale du regard vers le haut et à un nystagmus dans le regard primaire. Le réalignement de l'axe oculaire est obtenu après le rétablissement d'une pression intracrânienne normale. La malformation d'Arnold-Chiari est une anomalie du cerveau postérieur avec dislocation des amygdales cérébelleuses dans le canal cervical supérieur. En général, les patients restent asymptomatiques jusqu'à la fin de l'enfance ou au début de l'âge adulte. Les symptômes les plus fréquents sont des douleurs cervicales et des céphalées. D'autres signes neurologiques peuvent inclure l'ataxie, la dysarthrie, la dysphagie et les vertiges. En ce qui concerne les anomalies ophtalmiques, on peut observer une diplopie, une oscillopsie due à différentes formes secondaires de nystagmus, un schéma A, une paralysie des cinéres, une déviation asymétrique et une ophtalmoplégie internucléaire. L'ésotropie myopique acquise et progressive est une ésotropie d'apparition tardive chez les patients fortement myopes, comme le montrent les images en haut et à droite. La patiente sur son document et après des années présentant une ésotropie à grand angle. Cela commence par une diplopie intermittente qui évolue vers une diplopie permanente et l'angle de déviation augmente comme nous pouvons le voir sur les photos de cette patiente et peut aboutir à un strabismus fixus. Il se présente avec une hypotropie dans le regard primaire, une limitation de l'abduction et de l'élévation et à l'IRM, il y a une dislocation du globe temporal supérieure à l'extérieur du cône musculaire
et le déplacement des droits supérieurs et latéral. Plusieurs étiologies possibles ont vu le jour dans les années 90, dégénérescence et fibrose du droit latéral, compression orbitale du droit latéral, maladie mitochondriale, contact du droit latéral avec la paroi orbitale, déplacement et anomalie sur le trajet du droit latéral. La dislocation musculaire due au sclérostaphylome proposé par Krizoc et le polydéplacement proposé par Demer étaient les dernières étiologies possibles pour ce type de strabisme. Bien que cela se produise chez les adultes, il s'agit ici d'un enfant qui est né avec une myopie très élevée et cette ésotropie à grand angle avec la même limitation de l'abduction et de l'élévation. Et cela est probablement dû à la taille du globe dans l'orbite. Le traitement chirurgical de cette ésotropie progressive acquise par la myopie a été mis en place dans les années 90 alors que nous n'en savions rien. Nous avons réalisé une étude, mon groupe à l'hôpital Santa Casa, sur 24 patients pour lesquels nous avons effectué une RNR pour cette ésotropie à grand angle et nous avons obtenu 93% de sous-correction comme on peut le voir sur les photos de ce patient. Sur ces patients, Yokohama a proposé l'union du droit supérieur et du droit latéral sans insertion avec de grandes chances de succès. En 2002, Yamada a proposé la transposition des fibres temporales du droit supérieur qui est disloquée médialement et des fibres supérieures du droit latéral qui est déplacée inférieurement à une position entre les deux insertions. Nous voyons ici la photo d'un patient en préopératoire où l'on peut voir une limitation de l'abduction et de l'élévation, et nous pouvons voir comment cela s'améliore après l'opération. Par la suite, d'autres techniques ont été proposées et nous pouvons toutes les trouver dans la littérature. Enfin, nous terminerons cette présentation par l'ésotropie liée à l'utilisation excessive des smartphones. Elle a été décrite pour la première fois en 2016 comme une ésotropie aiguë, comitante acquise, intermédiaire au début avec le symptôme plus fréquent de la diplopie et de la déviation, commence avec une ésotropie à distance plus grande que de près, due à une utilisation excessive de smartphones plus de 4 heures par jour et pendant plus de 4 mois, généralement associée à la myopie et l'image neuronale, était sans particularité. Mais les cas présentés rapportés par Hoyt, Flynn et Zweitfach de l'ésotropie concomitante présentant des signes neurologiques après l'apparition de l'ésotropie concomitante, ils suggèrent que les IRM doivent toujours exclure les troubles intracrâniens. Et ici, nous voyons différentes publications d'enfants atteints de strabisme acquis aigu et présentant des problèmes neurologiques. Il s'agit d'une décompensation d'une déviation antérieure, d'une microtropie, d'une ésotropie ou d'une ésophorie concomitante ou de spasme du réflexe de proximité. En général, l'arrêt de l'utilisation du téléphone portable n'a que peu d'effet sur la maladie. Son traitement dépend de l'éthiopathologie, mais on peut essayer le toxine botulinique dans le droit interne, dans un œil, dans les 2 yeux. La chirurgie, la récession du droit médial ou la résection du droit latéral ont des résultats similaires. Et la compensation d'une déviation antérieure, on peut essayer des prismes d'occlusion et des exercices orthoptiques. En cas de spasme du réflexe de près, on peut utiliser des lentilles positives et cycloplégiques. Il existe certains mécanismes potentiels et nous constatons qu'il existe une prédisposition individuelle. Parmi les facteurs prédisposants,
nous constatons que l'utilisation excessive d'appareils électroniques est l'un des plus importants, avec la perturbation de la fusion. Le graphique montre des changements au cours d'une session continue de 4 heures de jeu sur ordinateur. En résumé, les smartphones et les tablettes ne suffisent pas à provoquer un strabisme. Il ne faut pas y avoir de prédisposition individuelle, il y a des étiologies variables, le scanner est nécessaire pour écarter tout problème neurologique. Il est important de reconnaître si la vision binoculaire est présente et la majorité des techniques chirurgicales apportent des résultats comparables. Je vous remercie de votre attention et je remercie le Dr Kushner de m'avoir invité à participer à ce cours complet et je remercie One World, One Vision de parrainer cette série. Merci, Dr Goldschmidt. C'était très complet, très clair et très instructif. J'ai une question, si vous le permettez, et elle concerne le patient qui présente une ésotropie avec une déviation plus importante de près que de loin. Prenons un cas hypothétique d'ésotropie partiellement accommodative. Il a plus de 10 dioptries de prisme à distance, donc vous allez, avec une correction hyperopique, donc vous allez l'opérer. Et la déviation de près, elle, plus élevée que celle à distance, d'une quantité substantielle. Disons qu'ils sont de 15 à distance et de 30 ou 35 dioptries de prisme d'estropie de près. Comment planifier l'opération? Visez-vous l'angle de loin? Visez-vous l'angle de près? Augmentez-vous d'une autre manière? Quelle est votre approche dans cette situation? C'est une question très intéressante et importante. J'aborde ces patients en effectuant une petite récession des médiaux et j'ajoute une procédure Faden dans les deux médiaux. Lors du suivi, et je sais qu'il s'agit d'une technique très largement utilisée et populaire, traitez-vous différemment si l'excès de convergence est dû à l'accommodation, à un ACA élevé, en d'autres termes, les lentilles plus le réduisent-elles de manière significative mais pas jusqu'à la normale? Par opposition à l'excès de convergence non accommodatif, sont-elles gérées de la même manière dans vos mains ou différemment? Je ne suis pas sûr que je ferai quelque chose de différent de ce que j'ai dit en pratiquant la récession médiane et la Faden. Pour moi, ils ont bien fonctionné dans les deux situations. Très bien, merci. Sur ce, je tiens à nouveau à vous remercier pour cette excellente conférence et à remercier les téléspectateurs pour leur présence. Si vous avez apprécié cette conférence, et je suis sûr que c'est le cas, je vous encourage à regarder les 16 autres conférences de cette série. Sur ce, je vais mettre fin à la session. En vous offrant ce cours vidéo, je vous adresse de nombreux remerciements. Merci d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et éducatif et que vous partagerez ces connaissances avec d'autres. À One World, One Vision, nous remercions chaleureusement les conférenciers qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile. Et bien sûr, à Bert Kushner pour avoir assumé la charge, heureuse nous l'espérons, du développement et de la modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier qui a rendu possible ce cours vidéo. Un grand merci à l'équipe vidéo de Sweet Sadie pour les efforts extraordinaires qu'elle a déployés afin de rendre ce cours à la fois visuel et auditif extraordinaire, et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci à Rachel, Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web www.oneworldonvision.org. Enfin, si vous avez des commentaires, des pensées ou des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel à owov2020@gmail.com. Au revoir.